Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour une nouvelle vidéo sur l'usage de la compétence du personnage et de la compétence du joueur. Donc le character skill et le player skill. Vous le savez, je n'aime pas les anglicismes, mais je les ai utilisés pour que la vidéo soit plus visible, je le reconnais. Et avant de commencer, une fois n'est pas coutume, la chaîne est modeste, mais elle grandit petit à petit à son rythme. N'hésitez pas vraiment, si le contenu vous plaît, à le partager, surtout à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne et puis c'est toujours encourageant pour créer plus de contenu, de voir que les gens, ça les intéresse. Donc n'hésitez pas, je me permets de vous le rappeler. Et puis également, si vous souhaitez participer à la discussion, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description de la vidéo. Maintenant, le sujet de la vidéo. Donc c'est vrai que l'opposition entre la compétence, l'usage de la compétence du personnage et de la compétence du joueur en jeu de rôle est souvent un dilemme qui occupe l'esprit des maîtres du jeu, et pas seulement d'un point de vue de la théorie. Alors, je sais qu'on aime bien les théories rôlistes, etc. Mais le jeu de rôle, c'est effectivement du jeu de rôle. Donc il faut nécessairement un peu des deux, du character skill et du player skill. Faut vraiment que j'évite les anglicismes. Donc une partie qui est complètement orientée sur la compétence des personnages n'aurait aucun sens parce qu'il faudrait jeter les dés pour tout. Et la plus importante question de notre loisir, qui est « que faites-vous ?», ne trouverait finalement une réponse que par les jets de dés, sans faire appel à la réelle capacité de décision des joueurs. Et ça serait vraiment un manque, ça serait absurde. Mais de la même manière, un jeu complètement orienté sur la compétence du joueur serait aussi absurde, tant parce que on ne fera pas escalader ou combattre des gobelins aux joueurs, que parce que ça ne serait de toute façon plus du jeu de rôle. Après tout, on incarne un autre, pas soi-même. Alors, la question est comment faire ? Où se situer sur un spectre entre ces deux extrêmes ? Eh bien, je suis de l'avis qu'on ne peut pas vraiment le faire comme ça. En réalité, se positionner sur un spectre, comme j'ai pu le faire d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Choisir de faire appel à la compétence du joueur ou du personnage est très souvent une décision binaire, soit l'un, soit l'autre, c'est rarement entre les deux d'ailleurs, mais en revanche très situationnelle. Par conséquent, je pense qu'il faut étudier les cas où la question se pose le plus souvent et se positionner sur chacun de ces cas. Et c'est l'accumulation de ces choix qui, en conséquence, vous positionnera sur un spectre. Ainsi, dans cette vidéo, je vais aborder la question de manière très pratique, en vous exposant ma vision bien sûr et les choix que j'ai faits à cet égard en fonction des cas majoritairement rencontrés qui suscitent la question, le débat, à savoir la résolution des problèmes, la résolution de problèmes, les interactions sociales et la résistance au stress ou à la peur. En quatrième partie, j'aborderai également les décalages qui peuvent exister autour de la table lorsqu'on fait vraiment usage de la compétence des joueurs, en l'occurrence. Donc 4 parties. Et l'objectif ici n'est pas de vous soumettre mes choix comme une solution optimale, mais pour que la réflexion qu'il y a derrière vous fasse vous-même réfléchir, que ce soit finalement pour confirmer vos choix actuels ou pour les affiner, en fonction d'une vision qui vous est propre et des préférences de votre table, bien sûr. Alors abordons d'abord la partie résolution de problèmes dans le jeu de rôle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, les résolutions de problèmes, ça va être rassembler les pièces du puzzle d'une enquête par exemple, décider avec qui s'allier en fonction d'une dynamique des factions, décider d'une action en fonction du déroulement d'un combat, décider du prochain problème à aborder dans une campagne avec des problématiques multiples, décider d'un marché à soumettre pour une négociation importante, bref. Finalement, on pourrait dire que la résolution de problème, c'est décider en fonction de quelque chose. C'est vraiment ce qui va faire réfléchir les joueurs, et je parle bien souvent des joueurs, pour prendre des décisions et œuvrer finalement dans la partie, mettre en place des plans. Donc, de la résolution de problèmes. D'abord, il est clair que votre approche dépendra principalement de l'importance que vous voulez donner à la résolution des problèmes dans vos parties et des envies de la table, c'est évident. Si résoudre des problèmes et la perspective d'un échec ou d'un succès lié à la capacité des joueurs à résoudre des problèmes ne vous plaît pas, n'est pas un sujet important pour vous, vous pouvez plus facilement faire appel à la compétence des personnages et à un jet de dés pour que l'aspect réflexion ne prenne pas de place. Vous devez juste avoir conscience que de cette manière, vous renoncez à l'un des aspects ludiques du jeu de rôle, mais encore une fois, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un mal. Vous allez voir que lorsqu'on fait ces choix-là, on a toujours tendance à renoncer à quelque chose. Ça fait partie des sujets que je vais aborder aujourd'hui. Également, ça va dépendre du type de jeu auquel vous jouez.
Encore une fois, un exemple, si l'enquête fait partie de la proposition de votre partie ou du jeu auquel vous jouez, reléguer la réflexion simplement aux compétences du personnage n'a que peu de sens si rassembler les pièces du puzzle constitue l'un des enjeux de la partie. Mais d'un autre côté, vous risquez d'avoir des joueurs qui ont des difficultés alors qu'ils sont censés incarner des détectives probablement dignes de Sherlock Holmes. Donc, encore une fois, on renonce à quelque chose. Également, la compétence du personnage, ce n'est pas que jeter les dés. Un joueur peut incarner son personnage en prenant en compte ses compétences, ou d'ailleurs ses manques de compétences, et donc sa capacité à résoudre les problèmes. Un joueur peut jouer la lenteur d'esprit d'un personnage, agir en fonction de son impulsivité. Bref, il peut agir de manière contre-productive, de manière consciente, afin d'être fidèle à son personnage, sans que ça passe par un jet de dés finalement. C'est évidemment plus, entre guillemets, roleplay de le faire ainsi, mais il faut une bonne dose de play to lose qui est partagée autour de la table, parce que si on agit de manière contre-productive, la table entière peut en pâtir, en tout cas les personnages, et donc effectivement ça peut mener des joueurs à s'auto-saboter dans des phases de réflexion, et donc à ralentir le jeu. Encore une fois, il y a du pour et du contre, mais je veux vraiment montrer que se concentrer sur les compétences du personnage ne relève pas forcément du jet de dés. C'est aussi l'interprétation du joueur qui va compter là-dedans. Bref, comme je vous le disais néanmoins, avec tous ces exemples, on comprend que dans un cas ou dans l'autre, on gagne quelque chose, mais on perd aussi quelque chose. Donc, je vais vous partager, moi, comment j'ai résolu cette problématique. Encore une fois, je vais vous expliquer comment je l'ai résolu parce que cela me convient. Ça ne veut pas dire que vous allez le résoudre de cette manière-là. Encore une fois, j'invite simplement à réfléchir pour que vous puissiez confirmer ou affiner votre propre solution. Donc moi, je l'ai fait par deux biais. J'ai résolu cette problématique par deux moyens. D'abord, c'est vrai que j'ai mon système maison aussi, donc ça aide. J'ai supprimé l'attribut intelligence. Alors vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, hein, peu importe, mais bon, tout le monde comprend quand je parle de l'intelligence. La résolution de problèmes dans mes parties, c'est important pour moi. Je n'aime pas que les joueurs se brident eux-mêmes par souci d'interprétation du personnage, en tout cas sur cet aspect. Le jeu de rôle, pour moi, c'est une activité de l'esprit. On réfléchit, on imagine, on prend des décisions. Cependant, je n'aime pas non plus qu'il y ait des dissonances trop importantes entre les actions d'un personnage dictées par un joueur et ce qu'est ce personnage. J'ai donc exclu la caractéristique d'intelligence que j'ai remplacée par esprit. C'est un terme générique qui n'est pas synonyme d'intelligence, ça va être plutôt la vivacité d'esprit, la rapidité avec laquelle un personnage va pouvoir réfléchir sur une situation tendue, ou sa capacité à puiser dans des connaissances générales, ou lorsqu'il doit repérer quelqu'un, c'est souvent associé à de la perception chez moi. Donc on est vraiment sur quelque chose de pratique. Ça ne touche pas à la capacité de réflexion et à l'intelligence au sens global du personnage. Donc, je considère que la capacité de réflexion de fond d'un personnage est égale à celle du joueur. C'est un point de jonction entre les deux. Donc, comme je disais, la vivacité d'esprit, l'accès à la connaissance, tout ça, ça peut être en revanche différent. Et ça vous surprendra peut-être, mais l'attribut esprit est très utilisé dans mes parties en termes de jeu sur justement les compétences du personnage. Et vous allez comprendre pourquoi via le second moyen que j'utilise pour répondre à la problématique dont je parlais précédemment. Comme tous les personnages peuvent être intelligents. Encore une fois, vu que je vais me concentrer sur l'intelligence des joueurs, en tout cas sur cet aspect, tous les personnages peuvent être intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des défauts, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas biaisés sur certains points, qu'on s'entend, mais ils ont tous une capacité de réflexion qui va être égale aux joueurs qui les interprètent. Eh bien, la compréhension, l'interprétation et les décisions vis-à-vis d'éléments déjà acquis relèvent chez moi de la compétence des joueurs. À partir du moment où vous avez les éléments et que vous êtes capable de réfléchir dessus, ça, ce sont les joueurs. Les compétences des joueurs sont impliquées là-dedans. En revanche, les moyens d'acquisition des éléments peuvent relever de la compétence des personnages, du player skill. Par exemple, si vous jouez un profiler dans un jeu d'enquête et que votre personnage a créé un tableau
vous savez, avec des liens, des fils rouges de partout, une mind map en fait, une cartographie de l'esprit, le joueur peut dire que son profiler essaye d'analyser le tableau pour dégager un profil du tueur, ou peut-être dégager un modus operandi afin de déduire la prochaine zone d'action du tueur. Et c'est à ce moment que le maître du jeu peut demander que le joueur jette les dés et lui donner des informations s'il réussit. Là, on est sur la compétence du personnage. Donc on a bien une synergie. Le joueur a eu l'idée de faire ce tableau, mais le personnage réussit ou échoue l'analyse du tableau. Et puis, le joueur reprend la main quant à ce qu'il fait des informations qu'il a glanées. Donc c'est vraiment pas... ça ne se croise pas en fait. J'utilise la compétence du joueur et celle du personnage à différents niveaux de la résolution des problèmes. Dans la résolution de problèmes, la compétence du personnage a vocation à obtenir des éléments ou créer des situations de telle manière que ce serait impossible pour le joueur lui-même. Pour les autres cas, c'est l'intelligence du joueur qui prend la main. Alors maintenant, qu'en est-il des interactions sociales ? Car je pense que ça peut se traiter de manière légèrement différente. En tout cas, c'est une autre problématique. Le jeu de rôle implique des interactions, du roleplay, et bien souvent, les interactions sociales qui ont lieu visent à obtenir quelque chose d'un PNJ, comme par exemple le persuader de vous aider. Et si les arguments du joueur sont bons, et que l'on lui épargne un jet de dés, eh bien ça valorise l'idée du joueur et la qualité de son interprétation. Si on lui demande un jet de dés qui détermine la réussite ou le succès, alors on rend caduque l'utilité de son interprétation qui n'est là que pour la galerie, sans réel impact sur le résultat. Donc on est encore une fois face à un dilemme. Et donc que faire ? Eh bien, pour moi, le charisme, encore une fois, sur différents jeux de rôle, ça peut avoir un autre terme, charisme, éloquence, sociabilité, peu importe. Cet aspect-là, en jeu en tout cas, est dissociable de la capacité à argumenter. Alors, dans le monde réel, il y a sûrement un croisement, plus vous savez argumenter, plus vous savez parler, plus vous avez des chances que votre charisme soit exacerbé, même si ce n'est pas le seul facteur, mais là, pour faire simple, en jeu, je pense qu'on peut décorréler les deux. Et donc, il y a une différence entre un joueur qui veut convaincre ou séduire un personnage ou autre sans jouer l'interaction, sans l'avantage d'un levier additionnel avec des informations supplémentaires, et un autre qui va le jouer, mais en plus utiliser des arguments puissants, potentiellement grâce à justement ce qu'il a découvert ou mis en œuvre précédemment par ses actions. Je vous donne un exemple que j'ai déjà utilisé dans une vidéo précédente. Si vous essayez de convaincre un garde de vous laisser passer, vous pouvez le faire sans levier additionnel en disant j'essaie de le convaincre, en lui expliquant, le baratinant tout simplement, ou en le séduisant. Bon, il n'y a pas d'élément annexe, on peut s'en remettre peut-être, si le maître du jeu arbitre que c'est possible, à simplement la compétence du personnage en jetant les dés. Pourquoi pas ? En revanche, si le joueur, via son personnage, a eu l'idée d'enquêter, de trouver la famille du garde, ou des éléments compromettants, le fait qu'il est corrompu, et qu'il menace de les révéler, et qu'il a fait tout cet effort-là, je pense que ça serait frustrant pour lui qu'on ne le prenne pas du tout en compte, et qu'on l'oblige à faire un jet sans le moindre bonus. Et potentiellement même, avec ses idées, les arguments qu'il a sont tellement impactants qu'il pourrait même se voir épargner un jet de dés. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Dans le cas où il a des leviers additionnels, on peut se concentrer sur la compétence du joueur, par opposition au fait qu'il n'ait rien, s'il n'a pas d'autres leviers, qu'il se base uniquement sur sa capacité à convaincre, son charisme, et non pas ce qu'il a engrangé comme information. Alors là, on peut s'en remettre à la compétence du personnage uniquement, et pourquoi pas à un jet de dés. À mon sens, il me paraît contre-intuitif de tout déterminer par un seul jet de dés alors qu'un joueur a travaillé pour trouver un argumentaire pertinent. Notamment par rapport d'ailleurs à des éléments qu'il a découverts via l'histoire, ça sera encore plus frustrant. Donc le contenu de la tentative de persuasion, si on reprend l'exemple de persuasion, ça pourrait être pour plein d'autres interactions sociales, le contenu de cette tentative doit être, à mon sens, pris en compte, mais également la manière dont ce contenu va être déclamé sur la forme. Et ça relève de la compétence du personnage, du charisme. Vous voyez, il y a les deux choses. Il y a le contenu, l'argumentaire, les éléments utilisés par le joueur, et la manière dont ces éléments seront déclamés via le charisme du personnage.
Par conséquent, moi dans ces situations-là, j'arbitre. Si je juge que le contenu est suffisamment marquant du point de vue de l'interlocuteur, donc celui qui va écouter tous ces arguments, je peux complètement épargner le joueur d'un jet de dés. Parce que je me dis que logiquement, le personnage en face va plier, ou peu importe ce qu'il en est de cette interaction sociale, parce que le contenu est vraiment extrêmement marquant. Ou alors, je peux encore considérer qu'il y a un risque d'échec, et là je peux imposer un test, mais potentiellement majoré d'un bonus. Donc ça veut dire qu'on va quand même faire de la compétence, va se baser sur la compétence du personnage, mais il y aura un bonus grâce au contenu et à l'argumentaire et aux éléments auxquels le joueur a pensé lui-même, via en l'occurrence son intelligence et ce qu'il a trouvé précédemment. Et d'ailleurs, j'utilise le terme intelligence, on va revenir un peu finalement à la partie précédente. En réalité, le contenu d'un argumentaire dans une interaction sociale relève plus de l'intelligence que du charisme. Et souvenez-vous, l'attribut que j'ai est décorrélé du personnage. L'attribut que j'ai pour l'intelligence. Par conséquent, ça fait partie de l'aspect ludique du jeu de rôle que je veux intégrer dans mes parties. Cet aspect réflexion et donc intelligence du joueur. Pour autant, le charisme en jeu reste extrêmement utile pour déclamer les arguments ou même pour, comme je le disais précédemment, pour passer outre un roleplay ou une interaction dans certaines situations, comme par exemple la séduction. On n'est pas obligé de jouer la scène, on peut faire le jet de dés. Ou même passer outre d'ailleurs le besoin d'arguments. On peut être dans des situations où le personnage n'a rien glané qui va l'aider, et là il va se baser purement sur le charisme de son personnage, et on peut très bien utiliser justement la compétence du personnage complètement. Donc, moi je vois la compétence du joueur comme un moyen pour le joueur de se voir épargner le hasard des dés, ou en tout cas pour le modérer via des bonus, là où la compétence du personnage est à l'inverse un moyen pour un joueur de se voir épargner la nécessité de disposer d'informations dont il pourrait se servir comme argument. Le dernier élément sur lequel il peut y avoir débat, à mon sens, c'est tout ce qui est résistance à la peur et au stress. Alors, vous allez voir que c'est pas tout à fait le débat entre compétences du personnage, ça oui, et compétences du joueur. Je ne pense pas qu'on parle vraiment de compétences, mais en tout cas ce qui relève du personnage et ce qui relève du joueur. Voilà, on a fait un petit pas de côté, mais on est quand même dans le même genre de réflexion. Donc où est la problématique dans ces cas-là? Eh bien, la réaction face à la peur en jeu de rôle est un sujet dans de nombreux jeux de rôle horrifiques, dont la folie est l'un des éléments centraux. On pense à l'appel de Cthulhu, mais pas seulement, hein. Ça s'est vraiment démocratisé dans les univers de jeux de rôle. Et si on s'en remet au joueur, on lui laisse la décision de fuir ou pas devant un danger. Et d'une certaine manière, la peur, entre guillemets, est organique, puisque c'est le joueur qui prend la décision de sauver son personnage des griffes du danger. D'un autre côté, si le joueur choisit par exemple de se sacrifier, la décision est sans doute beaucoup plus facile pour lui, le joueur, que cela le serait pour son personnage, qui lui renoncerait vraiment à sa vie. Donc un test de volonté pour vérifier que le personnage ose se sacrifier au lieu de fuir peut s'avérer plus réaliste, mais le problème c'est qu'en cas de fuite forcée, le joueur s'est vu voler la fameuse agentivité. Donc voilà où est la problématique sur ce point précis. Je ne vous cache pas que pendant longtemps, j'ai beaucoup aimé les tests de volonté qui pouvaient mener à la fuite ou à la paralysie d'un personnage. Finalement, jusqu'à ce que ça arrive vraiment de manière récurrente et que je me rende compte des écueils en jeu, à savoir qu'un personnage qui fuit quitte l'action et son joueur va s'ennuyer. Et dans ces situations-là, je n'avais qu'une envie, c'était faire revenir ce personnage-là. Donc d'un point de vue ludique en jeu, ça posait un peu problème. Un personnage qui s'apprête à se sacrifier dans une scène d'anthologie peut ne pas réussir parce qu'il rate un test de volonté. Alors on va me dire que c'est la même chose pour toute autre action, peut-être, mais je vous avoue que je n'aime pas retirer aux joueurs leur pouvoir de décision. On en revient d'ailleurs à la première partie, la résolution des problèmes, qui est intrinsèquement liée à la prise de décision en jeu, et pour moi ça va relever de l'intelligence et de l'appréciation des joueurs, je n'ai pas envie de leur enlever ça. D'un autre côté, la caractéristique de volonté, ou peu importe comment vous l'appelez en réalité, mais la force mentale, le courage, bref, elle est pour moi fondamentale, parce que le courage justement, ou la force de volonté d'un personnage, le caractérise tout autant que son charisme ou sa force ou son esprit.
à partir du moment où l'univers dans lequel on joue, évidemment, sous-entend que son mental peut flancher. Il y a certains jeux dans lesquels les personnages sont des héros qui ne fuiront jamais. Bref. Alors dans ces cas-là, quoi faire? Comment gérer ça? Donc ma solution, qui est sans doute imparfaite, a été de traiter le stress un peu comme des dégâts, mais des dégâts de stress. Et donc céder à la peur ou au stress ne veut pas forcément dire que le personnage fuit. Mais il prend du stress, qui, s'il s'accumule, imposera des malus, comme pourrait le faire des dégâts ou de la fatigue. En gros, j'ai une jauge de détermination, j'en ai déjà parlé dans mon système, qui est une jauge commune et qui va diminuer via la fatigue, les dégâts subis et le stress. C'est une seule et même jauge. Donc sur un coup de stress ultra violent, c'est un peu l'équivalent d'un coup critique, effectivement la fuite ou la paralysie sont toujours possibles. Mais un joueur peut dépenser de la détermination pour éviter ça. Ainsi, je garde à la fois la fameuse agentivité, moi je préfère le terme libre arbitre du joueur dans sa décision de dépenser ou non. Sa fuite ou sa paralysie imposée reste possible tout en étant quand même beaucoup moins fréquente. On est plus dans du... non, justement, on n'est plus dans du si tu rates, tu fuis. On n'est plus dans quelque chose de binaire. Il faut vraiment, vraiment avoir foiré et ne pas avoir de détermination à dépenser pour que le joueur soit vraiment dans une situation de fuite complète ou de paralysie. Donc c'est pour ça que je disais que c'est peut-être une solution imparfaite. Je déplace légèrement le degré de la problématique sans vraiment la résoudre, mais je voulais vraiment pas me séparer complètement de l'un ou l'autre des aspects. Donc ces trois dilemmes ayant été abordés, on l'a vu, je fais la part belle à la compétence du joueur. C'est-à-dire que je ne renonce absolument pas à la compétence du personnage, mais j'ai tendance à prioriser celle du joueur et celle du personnage intervient finalement quand il n'est pas cohérent que ce soit celle du joueur qui entre en compte. Mais par défaut, c'est vrai que j'ai une inclinaison vers la compétence du joueur, encore une fois, comme je l'avais déjà abordé dans la précédente vidéo, sur laquelle je me positionnais sur un spectre entre les deux extrêmes. Mais alors, me dira-t-on, comment faire si, à la table, des joueurs sont moins à l'aise avec les interactions sociales, avec l'argumentaire ou même avec le raisonnement? Ne seront-ils pas désavantagés? Eh bien, je vais vous la faire en 3 points. Je vais vous parler des attentes différentes qu'ont chacun des joueurs, potentiellement, et aussi des moyens d'aider les joueurs les moins à l'aise. Mais d'abord, une bonne dose de réel. Oui, certains seront désavantagés. Mais pas parce que je suis un méchant, mais parce que le jeu de rôle est une activité où il faut parler et prendre des décisions. Donc, peu importe la dose de compétences de personnages que vous intégrerez, ou que vous n'intégrerez pas en l'occurrence, les plus à l'aise socialement et en matière de prise de décision, voire de raisonnement, auront toujours un avantage comparé à des personnes timides ou moins à l'aise avec le raisonnement, ou peu importe. Le reconnaître ne veut pas dire que l'on doit pas le prendre en compte. Je dis juste que quoi que vous fassiez, votre extraverti typique qui a confiance en lui sera plus à même de prendre la parole et de prendre des décisions. Et donc sa compétence, entre guillemets, à lui, entrera plus en compte dans l'activité spécifique du jeu de rôle. Et ça, c'est inévitable. Et ce n'est pas grave. Et donc la question qu'on va se poser, c'est que faire face à ce réel finalement? Eh bien d'abord, vérifier qu'il y a bien quelque chose à faire. On a souvent tendance à absolument vouloir corriger ces différences autour de la table, mais on oublie aussi que chaque joueur ne trouve pas son plaisir de la même manière en jeu de rôle, et même socialement, plus généralement d'ailleurs. J'ai un joueur qui est assez introverti et qui ne ressent pas le besoin de jouer des orateurs éloquents ou de parler autant que les autres. Au contraire, il aime participer à sa manière et quand il est en retrait, il adore écouter les autres. Là où d'autres de mes joueurs s'ennuient vite s'ils ne jouent pas eux-mêmes. Plus généralement, donc, j'avais un ami complètement hors jeu de rôle. Parfois dans les soirées, il me disait absolument rien, ou peut-être il décrochait deux, trois mots. Et quand je lui parlais après, je lui demandais mais est-ce que tu t'es vraiment amusé? Et le type avait passé une super soirée. Mais il n'appréciait pas la soirée pour les mêmes raisons et de la même manière que d'autres personnes plus extraverties ou autres d'ailleurs. Donc, sans ignorer les moins à l'aise, au sens large, parmi toutes les problématiques qu'on a abordées au cours de cette vidéo, attention, à mon sens, en tout cas c'est ma vision, à ne pas partir du principe qu'il faut absolument renoncer à la compétence du joueur en tout cas dans l'importance qu'elle a dans vos parties, sous prétexte que cela en pénaliserait peut-être certains.
l'avantage est que le jeu de rôle est un jeu collaboratif. Donc l'inégalité éventuelle au sens de qui est à l'aise, qui l'est moins, n'est pas forcément pénalisante au sens strict. Ceci étant dit, et avant de me clouer au pilori, avant que je sois accusé d'accepter d'en laisser certains sur le carreau, évidemment qu'il faut penser à ceux qui pourraient se sentir pénalisés, parce qu'il y en a qui vont se sentir pénalisés. Mais cela me mène à créer une autre asymétrie, une asymétrie compensatrice, qui ne me gêne d'ailleurs absolument pas, dans le cas du jeu de rôle en tout cas. Donc, dans le cadre d'une interaction sociale, où les arguments entrent en jeu, et où il existe une opposition avec un PNJ par exemple, je suis prêt à diminuer entre guillemets la compétence du PNJ, ou plus précisément de considérer comme plus haute la compétence du joueur lorsqu'il parle. Si par exemple il bégaye parce qu'il est hésitant, mais que son personnage est censé être charismatique, je ne prendrai pas en compte le bégaiement, quitte à proposer un jet de charisme. Mais pas pour compenser son bégaiement, parce que on a vu plus précédemment que le jet de charisme, l'appel à la compétence du personnage, pouvait justement épargner au joueur d'être compétent lui-même. Ça ne veut pas dire que je ne m'attacherai pas au fond, aux arguments qu'il a employés, pour voir si cela mérite un bonus au test. Donc je m'attache vraiment au contenu de ce qu'il aura dit, plutôt qu'à la manière dont il l'aura déclamé. Je pourrais aussi diminuer la qualité argumentaire d'un PNJ, ou le rendre moins incisif. Le but n'étant évidemment pas d'écraser un personnage joueur, un joueur en l'occurrence moins à l'aise, alors que j'aurais maintenu la compétence du PNJ face à un joueur plus à l'aise. Je me moque complètement d'agir un peu différemment en fonction du joueur. Le but reste quand même de s'amuser. Ça me fait penser à quelque chose que Dany a dit sur une des dernières vidéos de la chaîne Pilule Rouge, lorsque on parlait justement de est-ce que en tant que MJ vous trichez ou pas, et il expliquait que la triche c'est pas que tricher sur les jets de dés, c'est aussi tricher sur la réaction des PNJ. Si vous parlez mal à un PNJ, peut-être que la nature de ce dernier voudrait que normalement il vous égorge. Mais pour ne pas que la partie s'arrête et puis pour être un peu plus tolérant vis-à-vis d'une éventuelle erreur d'un joueur, eh bien pour une fois, il ne le fera pas, il réagira différemment. Eh bien c'est un peu la même chose. Ça va permettre de faciliter un peu les choses pour un joueur qui est moins à l'aise, pour lui permettre petit à petit d'émerger. Et justement, ça m'amène un peu au pourquoi j'utilise plutôt ce genre de méthode ou d'asymétrie. Bien parce que d'expérience, depuis que je joue, le jeu de rôle a permis à beaucoup de monde de s'épanouir, de se libérer de certaines timidités, au moins en partie, pendant la partie de jeu de rôle. Et donc je préfère encourager ça, un peu cette émergence d'un joueur, plutôt que simplement résoudre le problème du fait qu'il est moins à l'aise en lui disant « Tiens, lance des dés, pas besoin que tu parles ». Finalement, je trouve ça beaucoup moins gratifiant. Alors voilà, après avoir abordé ces 4 sujets, qu'est-ce qu'on peut conclure ? En tout cas, de ma vision. Qu'est-ce que je peux conclure si je devais vous résumer ma vision, de laquelle vous pouvez vous inspirer, que ce soit en vous appuyant sur vos désaccords ou vos accords ? Bien, faire appel à la compétence du joueur ou du personnage est très situationnel et dépendant des éléments du jeu de rôle auxquels vous voulez donner de l'importance. Pour ma part, la résolution de problèmes est un aspect important. Et donc j'encourage les joueurs à s'y atteler en faisant appel à leur intelligence, en fusionnant celle-ci avec celle de leur personnage pour ne brider aucune réflexion. Cela n'exclut pas l'usage d'une compétence d'esprit, chez moi, qui remplace la compétence d'intelligence, ou l'attribut plutôt, qui est plus une vivacité, une capacité à en appeler à une culture, plutôt qu'à produire une réflexion de fond. Cependant, la cohérence avec le personnage reste de mise, et c'est pourquoi la compétence du joueur est souvent ce qui mène à une idée qui, elle, va permettre l'usage d'une compétence de personnage, qui elle-même donnera accès à un résultat qui sera exploitable à nouveau par l'intelligence du joueur. Une sorte de ping-pong entre la compétence du joueur et la compétence du personnage. Les deux se renvoient la balle. Les interactions sociales ne font pas exception, puisque le fond de l'interaction fait finalement appel à l'intelligence des joueurs, là où la forme fait appel au charisme, une compétence bel et bien propre au personnage dans l'utilisation que j'en fais. Les deux travaillent de concert, encore une fois. Quant aux inégalités que peut provoquer la valorisation de la compétence du joueur autour de la table, notamment
entre personnes extraverties et personnes plus timides, je préfère l'accepter comme une réalité et ne pas chercher à la gommer en bridant les joueurs qui sont à l'aise ou en renvoyant les moins à l'aise à un jet de dés qui les isole finalement de l'aspect social. Je préfère valoriser leurs tentatives, quitte à être moins sévère dans leur valorisation en termes de résultats. Après tout, comme je l'ai déjà dit, le jeu de rôle n'est pas un test de compétence qui vous permet d'accéder à un diplôme, alors une asymétrie de traitement n'est pas un mal. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a fait réfléchir et surtout si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours encourageant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.